Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La révolution tient ses promesses au Soudan. Le nouveau gouvernement qui avait promis de défendre les droits des femmes a annulé ce mardi la loi très controversée sur l'ordre public. En République démocratique du Congo, le bilan du dernier massacre de civils attribué aux forces démocratiques alliées à Beni a été réévalué à 27 morts, un chiffre qui porte à 107 le nombre de personnes tuées dans cette région depuis le 5 novembre. Et puis le tournoi Elite 16, division ouest de Yaoundé, a livré ce jeudi ses demi-finalistes pour la Basketball Africa League 2020. Les Camerounais de FAP feront face à l'ABC, tandis que GSP affrontera l'AS Police ce samedi. Mais avant de développer ces titres, les Soudanais réclamaient depuis quelques mois une rupture totale avec l'ancien régime d'Omar el-Béchir. Eh bien, c'est chose faite. Les autorités de transition ont ordonné ce jeudi 28 novembre la dissolution de son parti, le démantèlement de son régime et la confiscation de tous ses biens. Désormais, aucun symbole du régime ou de la formation n'est autorisé à s'engager dans une quelconque activité politique que ce soit, et ce pendant 10 ans. Ces membres accusent les autorités de transition de vouloir confisquer les biens pour résoudre la crise économique. De son côté, le mouvement à l'origine de la révolte qui a précipité la chute d'Omar el-Béchir salue un grand pas vers les objectifs de la révolution. Le Soudan qui est résolument entré dans une nouvelle ère, une ère qui offre plus de liberté aux femmes. Une loi controversée ayant sévèrement restreint les droits des femmes sous l'ancien régime a en effet été annulée sur décision du gouvernement. Désormais, les femmes pourront prendre certaines initiatives sans courir le risque d'être fouettées, condamnées ou même emprisonnées. Les détails avec Corinne Kamsafahem. C'est une victoire décennale pour le mouvement féministe du Soudan. Réunis en conseil ministériel le mardi 26 novembre, les membres du nouveau gouvernement soudanais ont décidé d'annuler une loi restreignant les droits des femmes. Une réponse aux cris des Soudanaises qui, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre, se sont une fois de plus mobilisées pour porter leurs revendications. Beaucoup de femmes ont été fouettées et humiliées à cause de cette loi honteuse. Avec cette décision, le Soudan s'oriente maintenant vers une nouvelle vie dans laquelle les femmes peuvent jouir de la dignité. L'arrivée au pouvoir de l'ex-président Omar el-Béchir en 1989 a coïncidé avec le durcissement de la loi islamique. La société civile affirme que la loi sur l'ordre public a été utilisée comme une arme, notamment dirigée contre les femmes. Tout au long de la révolution qui a abouti au renversement d'Omar el-Béchir en avril 2019, les femmes ont occupé les premiers rangs dans les manifestations. C'est avec une grande joie et un grand soulagement que nous avons accueilli l'abolition de cette loi infamante sur l'ordre public contre les femmes. C'était une véritable insulte, c'était une véritable menace à la dignité de la femme et à sa liberté et à sa sécurité. Un modèle pour les autres femmes, dans les autres pays d'ailleurs, que ça a été un combat qui a été pris en charge par les femmes elles-mêmes. Elles ont été à l'avant-garde de l'abolition de cette honteuse loi. Le gouvernement de transition conduit par Abdallah Hamdok est donc en voie de gagner son pari, reconnaître les droits de la femme et l'impliquer dans la gestion publique. Avant la décision du conseil ministériel, la formation du gouvernement en septembre avait déjà fait de la place à quelques femmes avec Asma Abdallah au ministère des Affaires étrangères. Mais ce sera certainement la nomination de Neymat Abdullah à la tête du système judiciaire du Soudan qui aura davantage marqué les esprits. Les élections législatives et municipales prévues le 9 février 2020 au Cameroun se feront-elles sans l'opposition? Eh bien, après l'annonce du boycott du MRC, de Maurice Kamto, le SDF, Social Democratic Front, menace de ne pas y participer. Le parti de John Hundi réclame au préalable la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, quitte à reporter les scrutins. À noter que cette sortie du SDF intervient quelques heures après la menace du PCRN de Cabral Libye de boycotter les élections si Elecam, l'organe en charge de l'organisation du scrutin, ne reporte pas de 15 jours la période de dépôt des dossiers de candidature.
107 personnes assassinées en moins d'un mois. C'est le triste bilan enregistré dans la région de Béni en République démocratique du Congo. Ces tueries en série ont provoqué la colère des habitants contre les casques bleus de l'ONU qu'ils accusent de passivité. Ce jeudi, une rencontre a eu lieu entre le chef d'état-major de l'armée congolaise et le commandant de la force de la MONUSCO sur le renforcement de la collaboration entre les deux entités pour mieux protéger la population contre les attaques des rebelles ADF. Mais sur le terrain, la population semble exaspérée. Écoutons ces quelques témoignages. La MONUSCO se sent incapable de répondre à cette responsabilité. Elle peut bien le déclarer et donner l'occasion à la population de créer une autre alternative citoyenne. À la MONUSCO de faire le choix entre protéger les civils ou partir. Parce que la MONUSCO a la mission d'attaquer toutes les forces négatives. Et si la MONUSCO ne veut pas attaquer l'ensemble de ces forces négatives, ne doit que plier bagage. Parce que nous avons besoin de la paix, nous n'avons pas besoin de penser que nous avons une force de sécurité ou une force qui va aider nos forces armées à maintenir la sécurité. Pourtant, elle est là pour protéger seulement ses supérieurs, non pas pour protéger la population civile de la RDC. Jacob Zuma, hanté par une affaire de contrat d'armement, un tribunal sud-africain a jugé ce vendredi irrecevable la demande d'appel de l'ancien président qui tente d'échapper à un procès pour corruption. Les avocats de la défense dénonçaient une interférence politique, un argument injustifié selon le parquet qui a également rejeté la demande d'appel du groupe de défense et d'électronique français Thales, poursuivi dans cette même affaire. Les deux co-accusés ont néanmoins encore la possibilité de faire appel auprès d'une instance judiciaire sud-africaine supérieure. Dans le reste de l'actualité, le Rwanda désigné pays hôte de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. À ce titre, d'ici 2025, le gouvernement travaillera de concert avec plus de 20 partenaires afin de mettre en place des pratiques modernes pour révolutionner l'agriculture sur le continent. Un agenda très chargé pour le pays des 1000 collines qui se dit néanmoins prêt à relever le défi. Voyez ce reportage de Fraterne Ndakia Isenga, notre correspondant à Kigali. Dans le district d'Onyagatare, à l'est du Rwanda, des hauts dirigeants visitent un champ de maïs destiné à produire des semences améliorées. Parmi ces personnalités, l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, récemment élu président de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Le problème des semences améliorées est l'un de ceux auxquels font face les agriculteurs au Rwanda et sur le continent. L'utilisation des variétés améliorées, comme les variétés hybrides que l'on est en train de développer ici, ça va permettre d'abord de réduire le prix des semences, parce que le coût de production va être très réduit comparativement à ce que se fait ailleurs, parce qu'on doit importer, on doit payer les frais de transport et les frais de recherche dans les autres pays. Dans la province de l'Est, 3 grands projets installés ont déjà fourni environ 25% des semences de maïs hybrides pour la période agricole qui a débuté en septembre dans tout le pays. Pour les experts, le Rwanda a été choisi pour accueillir le siège du Forum sur les révolutions vertes en Afrique pour les 5 prochaines années en raison de son engagement dans la transformation de l'agriculture. Je pense que si l'on veut augmenter la production agricole et pouvoir transformer ce secteur, il nous faut porter toute notre attention aux petits et moyens agriculteurs. Et ici, au Rwanda comme en Afrique, ces derniers ont besoin d'avoir des semences adaptées et avoir accès aux connaissances qui peuvent les aider à booster la productivité. Selon les informations de la Banque africaine de développement, la facture annuelle des importations alimentaires de l'Afrique est estimée à 35 milliards de dollars et devrait atteindre 110 milliards de dollars si d'ici 2025 rien n'est fait, d'où les efforts qui visent à inverser les tendances. Avec un changement de température 1,5 fois plus rapide que la moyenne, la région du Sahel est particulièrement vulnérable face au réchauffement climatique. Le lac Winya, par exemple, qui est une source d'eau pour environ 12 000 personnes, est en pleine érosion. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. Ibayako.
Modeste Traoré, 56 ans, se rend à son embarcation comme tous les matins au lac Wegna pour aller à la pêche aux poissons comme son père et son grand-père l'ont fait avant lui. La différence aujourd'hui, c'est que ce pêcheur fait face à un changement climatique qui détériore son environnement de travail et ses rendements. Le problème avec le lac, c'est qu'il est en train de rétrécir et que l'eau ne reste pas assez longtemps. Le lac est totalement sec à un moment de l'année. Nous sommes très inquiets. Du mois d'août à septembre, il y avait beaucoup d'eau dans le lac et nous étions heureux. Quelques mois plus tard, la moitié s'est évaporée. Ce pêcheur, qui souhaitait voir cette tradition continuer avec un de ses enfants, se retrouve désormais au pied du mur. En cause, le réchauffement climatique qui affecte ce lac, source de nourriture et d'eau pour plus de 12 000 personnes dans ses alentours. Selon les analystes de Hydro-Cushions Ltd, l'eau du lac a diminué de 20% depuis 2017. Le changement climatique et les précipitations insuffisantes pourraient mener à la disparition du lac dans 5 ans. Je vois un avenir meilleur pour cette communauté qui applique toutes les techniques que ce projet lui apporte, à commencer par les changements d'habitude pour la bonne gestion des ressources naturelles du lac. Le lac Wegna est un cadeau dans cette région du Sahel touchée par la sécheresse. Les Maliens aux alentours se battent continuellement pour préserver son écosystème en apportant leur pierre à l'édifice du grand projet Ecolag Wegna. Le Palais des Sports de Yaoundé vibre au rythme de la Basketball Africa League. 8 équipes réparties en 2 pôles s'affrontent dans le cadre du deuxième tour des qualifications pour la division Ouest. L'enjeu est important, décrocher une place dans une ligue sponsorisée par la NBA et la FIBA. Les détails avec Ney Thierindassa. Le Palais polyvalent des sports de Yaoundé accueille depuis le 26 novembre les matchs du groupe Ouest de la Africa Champions Club, un tournoi qualificatif pour la nouvelle ligue professionnelle de basketball, la Basketball Africa League. Effort commun de la National Basketball Association et de la Fédération internationale de basketball, la BIL, dont la saison régulière est prévue en mars 2020, sera composée de 12 équipes, dont 6 qualifiées à l'issue de ce tournoi. Ce sera une compétition à 12 et cette compétition-là sera, on va dire, parrainée à 99% par la NBA qui mettra des moyens et qui a estimé que les joueurs pendant 4 mois devront être de véritables professionnels nourris et payés, on va dire, à leurs frais. Le GS pétrolier d'Alger, les forces armées et police de Yaoundé, l'Abidjan Basket Club et l'AS Police du Mali ont obtenu leur ticket pour le dernier carré du tournoi. La finale étant prévue pour le 1er décembre. On est dans une phase pilote, on va observer après la première année, mais vraiment c'est aller vers le sens de la professionnalisation. Je crois que c'est ça qui est important. Il faudrait que les basketteurs ici locaux puissent vivre aussi de leur art un peu partout. Ça se fait déjà sur le continent à certains endroits. Mais si on pousse un peu parce qu'il y a beaucoup de talent. Chaque club qualifié pour la saison régulière ne pourra recruter que 4 joueurs étrangers, donc 2 joueurs originaires d'un pays africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.